Le parfum de jasmin s'attardait dans l'air, l'odeur douce et capiteuse de son cheveu contre mon visage. Sa tête reposait sur ma poitrine, le rythme lent et régulier de sa respiration m'ancrant dans l'instant, dans ce lit défait où les draps de soie froissés portaient encore la chaleur de nos corps enlacés. C'était parfait, trop parfait, peut-être, avec le recul. Sarah. Son nom résonnait en moi comme une mélodie, une promesse tenue que je n'aurais jamais cru possible. Des années à la chercher, à regretter le contact perdu après cette rupture brutale à l'université, une séparation dont je n'avais jamais pleinement compris les raisons, si ce n'est une vague histoire de malentendus, de pression académique, de chemins qui s'écartent. Puis le hasard, ou le destin, nous avait réunis de nouveau. Il y a une rencontre fortuite dans une galerie d'art. Ses yeux avaient rencontré les miens et le monde autour de nous s'était estompé, laissant place à cette connexion électrique, intacte, comme si le temps n'avait pas passé. Mais il avait passé 10 ans, 10 années, au cours desquelles nos vies s'étaient construites, nos personnalités affinées, nos cicatrices invisibles s'étaient formées. Elle était plus belle que dans mes souvenirs, plus assurée, une aura de succès et de confiance l'enveloppant. Moi, j'étais resté le même, un peu perdu dans la vie, cherchant encore ma voie. Elle avait immédiatement pris les devants, avec cette assurance douce qui lui était propre. Un café, puis un dîner, puis cette première nuit, où la familiarité de nos corps s'était retrouvée avec une évidence désarmante. C'était comme si nous n'avions jamais été séparés, comme si ces 10 années n'avaient à être qu'une pause dans notre histoire, un long soupir avant de reprendre le fil. Je suis tombé amoureux d'elle plus vite et plus profondément que la première fois. Ce n'était plus l'amour insouciant de la jeunesse, mais un sentiment mature, ancré, l'impression de trouver enfin le lieu où mon cœur devait résider. Elle parlait d'avenir, de projets, de voyages, d'une vie à construire ensemble. Chaque mot qu'elle prononçait était une brique posée dans l'édifice de notre futur. Un futur que je voyais clair, lumineux, peuplé de son rire et de sa présence. Elle connaissait mes habitudes les plus infimes, mes peurs secrètes, mes rêves fous. Elle se souvenait de détails insignifiants de notre passé commun, de la façon dont je buvais mon café, de mon tic de me ronger l'ongle quand j'étais nerveux, de ma passion pour les vieux films en noir et blanc. Elle célébrait mes petites victoires professionnelles avec un enthousiasme sincère, apaisait mes doutes d'un simple regard. Elle était mon ancre, ma confidente, mon amante, mon tout. Mes amis la trouvaient charmante, un peu mystérieuse, mais indéniablement parfaite pour moi. Ma famille l'a accueillie à bras ouverts, séduite par son intelligence vive et sa douceur. Je flottais sur un nuage, convaincu d'avoir trouvé la femme de ma vie, celle avec qui vieillir et partager chaque instant. Il y avait bien quelques étrangetés, des détails minimes que je balayais d'un revers de main, les attribuant au caractère unique de Sarah ou à mon propre excès de prudence. Parfois, un éclair froid traversait son regard lorsqu'elle pensait que je ne la regardais pas. Une expression fugace de dureté ou de calcul qui ne correspondait pas à la Sarah aimante et tendre que je connaissais. Elle évitait certains sujets, notamment notre rupture passée ou sa vie durant les 10 années où nous avions été séparés. Elle parlait de ses succès professionnels, de ses voyages, mais restait évasive sur ses relations passées ou les difficultés qu'elle avait pu rencontrer. Et puis, il y avait ces moments beaux où je la surprenais à me fixer, non pas avec tendresse, mais avec une intensité curieuse, comme si elle m'étudiait, m'analysait ou comparait le moi présent à une image qu'elle avait en tête. Ces moments me mettaient mal à l'aise,
Mais l'instant d'après, elle souriait, me prenait la main, et la chaleur de son contact effaçait toute trace de doute. Elle insistait souvent pour que je lui raconte mes souvenirs de l'université, nos amis communs, les événements marquants. Elle posait des questions précises, s'attardant sur certains détails, en particulier sur les difficultés que j'avais rencontrées à l'époque, sur mes échecs, sur les moments où j'avais agi de manière imprudente ou égoïste. J'attribuais cela à son intérêt pour mon passé, à son désir de mieux me connaître, de rattraper le temps perdu. Je me confiais à elle sans retenue, lui racontant mes erreurs, mes regrets, ma vulnérabilité. Je ne me doutais pas que chaque confidence était une information collectée, une pièce de plus dans un puzzle dont je ne connaissais pas l'image finale. Elle écoutait avec une attention feinte, hochant la tête, me consolant parfois, mais je ne voyais pas le scintillement dans ses yeux, le signe subtil que mes paroles étaient enregistrées, analysées, stockées pour une utilisation future. Notre relation s'approfondissait. Nous avions emménagé ensemble dans un appartement lumineux, avec vue sur les toits de la ville. Nous partagions nos matins, nos soirées. Nos vies s'étaient entremêlées au point de devenir indissociables. Ses livres sur mes étagères, mes vêtements dans son dressing, nos photos sur les murs. Chaque objet racontait l'histoire de notre fusion. J'étais certain, absolument certain, que c'était l'amour véritable. Cette certitude était mon roc, le fondement sur lequel je construisais ma joie quotidienne. Sarah parlait de mariage, d'enfants. Mon cœur débordait de bonheur. Je planifiais déjà ma demande, imaginant l'anneau, l'endroit, ses yeux s'emplissant de larmes de joie. C'était le scénario parfait, l'aboutissement de mon rêve. Elle me soutenait dans mes projets, me poussait à me dépasser, me prodiguait des conseils judicieux. Elle semblait si investie dans mon bonheur et ma réussite que je ne pouvais qu'être reconnaissant. Pourtant, parfois, un mot glissé par accident, une réaction inattendue, une absence de réaction là où j'en attendais une, me faisait tiquer. Un jour, je lui racontais l'histoire d'un ancien ami commun de l'université, un garçon avec qui j'avais eu une rivalité amicale. Je mentionnais en passant un événement où j'avais peut-être été un peu trop compétitif, lui coupant l'herbe sous le pied pour une opportunité. Sarah a écouté, un léger sourire aux lèvres, et a dit d'une voix neutre: « Tu as toujours su ce que tu voulais, quitte à écraser les autres, n'est-ce pas ?» Le ton n'était pas accusateur, plutôt constatif, presque admiratif, mais cette phrase m'a glacée. Ce n'était pas la façon dont je me voyais, et l'idée que Sarah puisse me percevoir ainsi, même en plaisantant, était dérangeante. J'ai ri pour masquer mon malaise, et elle a rapidement changé de sujet, sa main sur mon bras, effaçant le moment étrange. Une autre fois, alors que nous cherchions un vieux dossier dans mes archives d'étudiants, je suis tombée sur une lettre de recommandation que j'avais obtenue à l'époque. C'était pour un stage important que j'avais finalement décroché et qui avait lancé ma carrière dans une certaine direction. En la voyant, Sarah a eu une réaction étrange. Son sourire a vacillé et une expression de tristesse profonde, teintée de colère, a traversé son visage avant qu'elle ne reprenne son masque habituel. « Ah oui, ce stage !» a-t-elle murmuré. « Il t'a vraiment ouvert des portes, n'est-ce pas ?» Il y avait une pointe d'amertume dans sa voix que je n'ai pas su interpréter. J'ai pensé qu'elle regrettait de ne pas avoir eu une opportunité similaire à l'époque. J'ai tenté de la réconforter, lui disant que son parcours était exceptionnel de toute façon. Elle a simplement hoché la tête, a pris le dossier et l'a refermé brusquement. Ces incidents étaient rares, isolés, facilement attribuables à la complexité humaine ou à mon imagination excessive. Je refusais de laisser quoi que ce soit ternir le tableau idyllique que
que nous avions peint ensemble. Mon amour pour Sarah était si grand, si total, qu'il fonctionnait comme un filtre, ne laissant passer que ce qui confirmait ma vision d'elle. J'étais aveuglée par le bonheur, incapable de voir les fissures dans le masque qu'elle portait si parfaitement. Le simple fait de penser qu'il pourrait y avoir quelque chose de mal caché sous cette façade parfaite m'était insupportable. Sarah était ma lumière, mon refuge. L'idée qu'elle puisse ne pas être qui elle prétendait être, ou que notre amour soit fondé sur autre chose que des sentiments sincères, était une hérésie que mon esprit refusait d'envisager. Alors je continuais de vivre dans cette bulle de bonheur, construite brique par ses mains habiles. Je ne voyais pas les fondations instables, le plan caché, l'architecte de ma propre chute. Je ne savais pas que chaque tendre baiser, chaque étreinte réconfortante, chaque murmure d'amour n'étaient que des outils, des armes déployées avec une précision redoutable. Je ne savais pas que le jardin fleuri de notre amour n'était qu'une terre empoisonnée, patiemment cultivée pour faire germer les graines de la vengeance. J'étais un agneau mené à l'abattoir, aveuglé par la beauté du chemin fleuri, ignorant le sort qui m'attendait au bout. L'amour était mon bourreau, Théo, et il portait le visage parfait de Sarah. La première fissure indéniable est apparue un soir de pluie battante. Nous étions censés dîner chez les parents de Sarah, une étape importante dans notre relation. Elle était inhabituellement nerveuse, s'agitant, changeant de tenue plusieurs fois. Je tentais de la calmer, de la rassurer, lui disant que j'étais certain qu'ils allaient m'adorer, tout comme ses amis, et le reste de sa famille l'avait fait. Elle m'a regardé avec un sourire forcé. « Tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi, » a-t-elle dit, sa voix légèrement tremblante. Ils tiennent tellement à la famille, à ce que tout soit parfait. Alors que nous étions sur le point de partir, son téléphone a sonné. C'était sa mère. J'ai entendu des fragments de conversation. Impossible ce soir. Grand-mère est tombée. Hôpital. On doit y aller. Tellement désolée, Sarah. Le visage de Sarah est devenu blême. Elle a raccroché, l'air dévasté. Ma grand-mère, a-t-elle murmuré, elle est tombée, elle est à l'hôpital. On doit annuler. J'ai tout de suite proposé d'y aller avec elle. C'était normal. Sa famille était ma famille. Mais elle a refusé, catégoriquement. Non, pas maintenant. C'est une urgence familiale. Toi, tu ne serais pas à ta place. Je t'appellerai plus tard. Son refus m'a surpris. Dans notre relation, il n'y avait pas de place séparée. Nous étions un. J'ai insisté, mais elle a été ferme. Non, je t'en prie, reste ici. Je t'expliquerai tout après. Son ton était étrangement froid, autoritaire presque. J'ai senti une gêne, une exclusion, mais je lui faisais confiance. J'ai accepté, inquiet pour sa grand-mère et déçu d'annuler la soirée, mais surtout par ce mur soudain qu'elle avait érigé entre nous. Elle est partie précipitamment, me laissant seule dans l'appartement silencieux. L'inquiétude pour sa grand-mère me tenaillait, mais une autre sensation, plus subtile, s'installait, celle du doute. Pourquoi ne voulait-elle pas que je sois là pour elle et sa famille dans un moment pareil, tandis que je tournais en rond, incapable de me concentrer? Mon regard est tombé sur un sac qu'elle avait oublié sur une chaise près de la porte. Ce n'était pas son sac à main habituel, mais une petite besace en toile qu'elle utilisait parfois pour transporter des documents. J'ai hésité. Fouiller dans ses affaires? Ce n'était pas mon genre. Mais la curiosité, alimentée par le sentiment de malaise, a été plus forte. J'ai ouvert la besace.
Il y avait un roman, une bouteille d'eau et un petit carnet à couverture rigide, celui qu'elle utilisait pour prendre des notes lors de rendez-vous. Il était ouvert. J'ai jeté un coup d'œil, m'attendant à y voir des rappels de tâches ou des idées de projets. Au lieu de cela, mes yeux sont tombés sur une écriture fine et serrée qui ne ressemblait pas à ces notes habituelles. C'était une liste de noms, et à côté de chaque nom, des dates et des commentaires brefs. J'ai reconnu certains noms, d'anciens amis de l'université, des connaissances communes, même un de mes anciens professeurs. Mon nom était aussi sur la liste. À côté du mien, il y avait une date ancienne, celle de notre rupture à l'université, et une date plus récente, celle de notre retrouvaille pour ça. Sous mon nom, quelques mots. Le plus difficile, la cible principale, détruire l'illusion. Mon sang s'est glacé. Détruire l'illusion? Quelle illusion? Celle de notre amour? J'ai tourné les pages du carnet, le cœur battant à tout rompre. Les premières pages étaient remplies de notes sur moi, sur mes habitudes, mes préférences, mes faiblesses. Des observations précises, presque cliniques. Des conversations que nous avions eues étaient retranscrites, avec des annotations entre parenthèses. Réagit à sujet sensible par la culpabilité. Utilise expression quand il est stressé. Point faible, la nostalgie. Je n'étais pas les notes d'une amante cherchant à comprendre son partenaire, mais celles d'un stratège étudiant son adversaire. Plus loin dans le carnet, j'ai trouvé des entrées qui détaillaient des événements de notre passé, des moments que j'avais oubliés ou considérés comme insignifiants. Et puis, il y avait ces pages qui décrivaient une situation de l'université, celle impliquant l'opportunité de stage dont j'avais parlé plus tôt. L'écriture de Sarah y décrivait sa perspective de cet événement. Elle parlait de son travail acharné, de ses espoirs, de l'importance cruciale de ce stage pour son avenir. Et puis, elle écrivait comment cette opportunité lui avait été volée, comment elle avait été sabotée. Les pages suivantes expliquaient comment elle avait découvert qui était derrière ce sabotage. Mon nom est apparu, lié à une série d'actions subtiles, de mensonges déguisés, d'informations retenues, qui l'avaient mise hors course au dernier moment. C'était moi qui avais, par ambition égoïste, détruit sa chance, ruiné ses projets à l'époque. J'avais agi sans penser aux conséquences pour elle, concentré uniquement sur ma propre réussite. J'avais complètement occulté l'ampleur de mon acte, ou peut-être ne l'avais-je jamais entièrement comprise. Pour moi, c'était une simple rivalité universitaire, une compétition où j'avais gagné. Pour elle, c'était la destruction d'un rêve, le début d'années de difficultés et de lutte. Le carnet décrivait ensuite sa douleur, sa colère, son sentiment d'injustice, et puis la décision de ne pas laisser cela impuni, la décision d'attendre, de se reconstruire, puis de revenir, de me retrouver et de me faire payer pour chaque larme, chaque porte fermée, chaque année perdue, payer en me donnant exactement ce que je désirais le plus, pour ensuite me l'arracher, payer en me faisant croire à l'amour parfait, à l'avenir radieux, pour que la chute soit d'autant plus vertigineuse. Chaque page lue était un coup de poignard. L'amour que je croyais si pur, si sincère, n'était qu'une façade élaborée. Les gestes tendres, les mots doux, les projets d'avenir, tout n'était qu'une partie d'un plan méticuleusement orchestré. Elle avait passé des mois, peut-être même des années, à préparer cette vengeance. Elle avait étudié mes failles, mes désirs, mes points sensibles, pour mieux les exploiter. Elle avait joué le rôle de la femme parfaite, de l'amante idéale,
de la partenaire de vie rêvée. Et j'étais tombée dans le piège, corps et âme. J'avais offert mon cœur sur un plateau, et elle l'avait pris, non pour l'aimer, mais pour le broyer. La liste de noms, au début du carnet, probablement d'autres personnes impliquées, ou des témoins, ou peut-être d'autres cibles de vengeance secondaire. Mon nom était le plus important, le clou du spectacle. Détruire l'illusion. Le sens de cette phrase m'a frappé de plein fouet. L'illusion, c'était notre relation. L'illusion, c'était l'amour qu'elle feignait. Et sa mission était de la détruire, de me montrer la vérité crue, de me faire ressentir la douleur qu'elle avait ressentie. J'étais abasourdi, anéanti. Le sol semblait se dérober sous mes pieds. L'appartement, notre nid douillet, semblait soudain étranger, froid, rempli de mensonges invisibles. Chaque objet, chaque photo, chaque meuble, tout était entaché par cette révélation. Le parfum de jasmin qui auparavant m'emplissait de bonheur me donnait maintenant la nausée. Il ne représentait plus l'amour, mais la duperie. La soirée chez ses parents, la prétendue urgence familiale, c'était un prétexte pour me laisser seule avec ce carnet, pour que je le trouve. Elle avait dû le laisser exprès, ouvert, pour que je le lise, pour que la vérité me frappe quand j'étais le plus vulnérable, seule, dans le lieu même que nous partagions. C'était le coup de grâce. La vengeance ne consistait pas seulement à me faire souffrir, mais à me faire découvrir pourquoi je souffrais et à quel point j'avais été aveugle et stupide. Les larmes coulaient sur mes joues, des larmes de douleur, de rage, d'humiliation. J'avais été un jouet entre ses mains, une marionnette dans son théâtre de vengeance. J'avais donné mon amour le plus profond à quelqu'un qui ne ressentait que du ressentiment et du désir de représailles. La Sarah que j'aimais n'existait pas. C'était un personnage, un rôle qu'elle avait joué à la perfection pendant 1 an. Alors que je tenais ce carnet qui venait de briser ma vie, mon téléphone a vibré. C'était un message de Sarah. Désolée pour ce soir. Tout va bien pour grand-mère, fausse alerte. Je rentre bientôt. J'ai hâte de te retrouver. Le message était accompagné d'un emoji cœur. L'hypocrisie de ces mots, après ce que je venais de lire, m'a achevée. Elle n'était pas partie pour une urgence familiale. Elle était partie pour me laisser découvrir le carnet, pour que le poison agisse avant son retour. Elle rentrait pour assister au résultat de son œuvre. Mon cœur était une masse de glace. L'amour s'était instantanément transformé en une blessure béante. Comment pouvais-je avoir été si crédule, si aveuglée? Comment n'avais-je pas vu les signes, aussi minimes soient-ils? La réponse était simple et douloureuse. Je l'aimais. Mon amour était le voile qui m'avait empêché de voir la vérité. La porte d'entrée s'est ouverte. C'était elle. Elle est entrée, rayonnante, le sourire aux lèvres, l'air un peu fatigué mais la joie de me retrouver apparente. « Je suis de retour », a-t-elle dit, sa voix légère. Elle a fermé la porte et s'est tournée vers moi. Son sourire s'est figé. Elle m'a vue, debout, pâle, tenant le carnet ouvert dans mes mains tremblantes. Son regard a balayé le carnet, puis mon visage. L'expression de joie s'est effacée, remplacée par une froideur calculée. Le masque est tombé complètement. J'ai vu la vraie Sarah, celle qui avait passé 10 ans à mijoter sa vengeance. « Tu l'as trouvée », a-t-elle dit, sa voix dénuée de toute émotion. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Il n'y avait aucune trace de remords, de culpabilité, de tristesse. Juste la satisfaction. J'ai trouvé ma voix rauque et cassée. C'était donc ça. Tout ça, ce n'était qu'une pièce de théâtre.
Elle a hoché la tête lentement, ses yeux me fixant avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Une intensité froide et dure. « Oui, a-t-elle dit, une pièce, et tu as eu le rôle principal. » Les mots pendaient dans l'air, lourds de leur cruauté. Pourquoi, Sarah? Pourquoi faire ça? Un sourire, pas un sourire de joie ou de tendresse, mais un sourire amer et triomphant a étiré ses lèvres. Pourquoi? Parce que tu as tout détruit. Tu as détruit mon avenir, mes rêves, ma confiance en moi, par ton égoïsme, ton ambition aveugle. Tu as pris quelque chose d'inestimable pour moi, juste pour ton propre avantage, et tu n'as jamais regardé en arrière. Tu n'as jamais su l'ampleur du mal que tu avais fait. Elle a fait un pas vers moi. Pendant des années, j'ai vécu avec les conséquences de tes actes. La honte, la frustration, les portes qui se fermaient, pendant que toi, tu poursuivais ta petite carrière, apparemment sans encombre. Je t'ai vu de loin, heureux, réussi, et l'idée a germé. L'idée que tu devais savoir ce que c'était de tout perdre, de voir ses espoirs brisés par la seule action d'une autre personne. Elle s'est arrêtée à quelques pas de moi, ses yeux parcourant l'appartement. Alors j'ai planifié, j'ai attendu le bon moment, je t'ai retrouvé et j'ai bâti ça. Elle a fait un geste circulaire avec sa main, englobant l'appartement, notre vie ensemble. Tout était calculé, chaque rendez-vous, chaque mot doux, chaque étape de notre histoire d'amour. J'ai étudié tes désirs, tes attentes. Je t'ai donné exactement ce dont tu rêvais, un amour parfait, une partenaire idéale, un avenir radieux. Sa voix était basse, mais chaque mot résonnait dans mon crâne comme un coup de marteau. Et plus tu tombais amoureux, plus tu devenais dépendant, plus je savais que la vengeance serait douce, te construire pour mieux te détruire, t'élever si haut pour que la chute soit plus douloureuse. Elle a regardé le carnet dans mes mains. Ce carnet, c'est mon journal de bord, mes notes, mon plan. Je voulais que tu le trouves, je voulais que tu comprennes, pas seulement que je ne t'aimais pas, mais pourquoi? Que tu saches que chaque instant passé ensemble était un mensonge prémédité, que le bonheur que tu ressentais était une illusion que j'avais créée pour mieux te l'arracher. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. Le silence s'est installé, rompu seulement par le bruit lointain de la pluie. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge était nouée. Je la regardais, cette femme que je croyais connaître, que j'aimais plus que tout, et je voyais une étrangère, une manipulatrice brillante et impitoyable. Elle a continué, sa voix devenant presque didactique. Tu te souviens de ce stage à l'université? Tu as cru que c'était une simple compétition. Tu m'as menti. Tu as délibérément omis de me donner une information cruciale pour mon dossier de candidature. Tu as manipulé notre professeur pour qu'il me voie d'un mauvais œil au dernier moment. Tu as souri quand tu as eu le poste, ignorant le fait que tu venais de briser mon rêve. Ce stage représentait tout pour moi à ce moment-là. Il devait être ma porte d'entrée vers le monde professionnel que je visais. Quand j'ai perdu cette opportunité, j'ai perdu plus qu'un stage. J'ai perdu des années. J'ai dû repartir de zéro dans un autre domaine. J'ai vécu des difficultés financières que tu ne peux même pas imaginer. Et tout ça à cause de toi. Elle s'est approchée encore, son visage à quelques centimètres du mien. Ses yeux étaient froids, sans aucune étincelle de l'amour qu'ils avaient si parfaitement simulé. Alors,
j'ai décidé que tu devais ressentir ça. Sentir ce que c'est de voir le sol se dérober sous tes pieds. Sentir la douleur de la trahison, la destruction d'un avenir dont tu étais certain. J'ai volé ton cœur, tout comme tu m'as volé mon avenir. J'ai joué avec tes sentiments, tout comme tu as joué avec ma vie. C'est juste, c'est ma justice. Chaque mot qu'elle prononçait me déchirait un peu plus. L'image de Sarah, la femme douce et aimante, se brisait en 1000 morceaux, révélant la machine à vengeance cachée dessous. Mon esprit tentait de faire le lien entre la femme qui partageait ma vie et la personne froide et calculatrice devant moi. C'était impossible. Les deux images refusaient de cohabiter. Et l'amour, tout ce que tu as dit, tout ce que nous avons vécu, c'était... Je ne pouvais même pas finir ma phrase. Un rôle, a-t-elle complété, sa voix dénuée d'empathie. Je me suis préparée pour ça. J'ai étudié comment être la partenaire parfaite pour toi. J'ai appris par cœur tes désirs, tes réactions. J'ai répété mes lignes jusqu'à ce qu'elles soient naturelles. Je suis une bonne actrice, n'est-ce pas? Tu y as cru, complètement. Elle a esquissé un autre sourire froid. Le plus difficile a été de faire semblant d'aimer tes petites manies, de prétendre que tes défauts me rendaient plus attachante. Mais j'y suis arrivée. J'ai réussi à créer l'illusion parfaite. Et maintenant, je la détruis, sous tes yeux. Elle a tendu la main. Donne-moi le carnet. Sa voix était un ordre. J'ai reculé d'un pas. Tenir ce carnet était la seule chose qui me restait de cette terrible vérité. C'était la preuve que je n'étais pas fou, que cette horreur était réelle. Tu vois, a-t-elle dit, sa voix s'adoucissant légèrement, non par gentillesse, mais par une cruauté raffinée. Je n'avais pas l'intention de tout te dire aussi directement. Le plan était de te faire souffrir lentement, par petites touches, de créer des doutes, de te rendre fou d'incertitude, jusqu'à ce que tu me supplies de t'expliquer. Mais laisser le carnet, c'était une impulsion de dernière minute. Je voulais que tu aies cette preuve indéniable pour que tu saches à quel point tu as été dupé. Les larmes coulaient toujours, silencieusement, maintenant. Je ne pouvais pas croire que la personne que j'aimais le plus au monde était capable d'une telle chose. Pendant un an, j'avais vécu dans un mensonge. Mon bonheur, ma confiance, ma vision de l'avenir, tout était bâti sur du sable. Maintenant, a-t-elle repris, sa voix redevenant glaciale, je t'ai donné ma vérité. Ma vengeance est complète. J'ai détruit l'illusion. Tu sais maintenant que l'amour que tu pensais partager n'était qu'un instrument. Tu porteras le poids de cette connaissance. La prochaine fois que tu penseras être heureux, que tu croiras en l'amour de quelqu'un, tu te souviendras de moi. Tu te demanderas si ce n'est pas encore une illusion. Cette incertitude, c'est mon cadeau d'adieu. Elle a fait un pas de plus. J'ai reculé jusqu'à ce que mon dos touche le mur. Je tenais le carnet comme une arme, mais j'étais désarmée. Mon cœur était en miettes. « Je pars », a-t-elle dit simplement. « L'appartement est à toi. Je n'ai plus rien à faire ici. Ma mission est terminée. » Elle s'est détournée, s'est dirigée vers la porte. À l'entrée, elle s'est arrêtée, sa main sur la poignée. Elle ne s'est pas retournée, mais sa voix a flotté dans l'air, étrangement lointaine. « J'espère que ça valait le coup, » a-t-elle murmuré. « Ce stage. J'espère qu'il t'a apporté tout le bonheur que tu as pris le mien. » Puis, elle a ouvert la porte et est sortie dans la nuit pluvieuse. Le bruit de la porte qui se fermait a résonné dans l'appartement vide, marquant la fin de notre histoire. La fin de l'illusion. Je suis restée là,
immobile, le carnet dans ma main. La pluie tambourinait contre les fenêtres. L'appartement, autrefois rempli de la lumière de son rire et de la chaleur de sa présence, était maintenant un tombeau. Le jasmin, l'odeur de son cheveu, me donnait toujours la nausée. Chaque objet, chaque coin de la pièce, chaque souvenir qui me revenait était empoisonné par la vérité. Nos dîners, nos voyages, nos nuits, nos conversations intimes, tout était une performance brillante et cruelle. Le poids du carnet dans ma main était insupportable. Il contenait la preuve de ma stupidité, de mon aveuglement et de la destruction de ma vie sentimentale. J'ai regardé les pages, couvertes de son écriture, les mots qui avaient planifié ma ruine. Je l'ai jeté sur le sol, comme s'il brûlait ma peau. Je me suis effondrée sur le canapé, le visage dans mes mains. Les larmes ont redoublé, plus fortes que jamais. Ce n'étaient pas seulement des larmes de tristesse pour la perte d'un amour, car cet amour n'avait jamais existé. C'étaient des larmes de deuil pour l'illusion que j'avais tant chérie, des larmes pour la confiance brisée, pour l'avenir volé, pour la solitude qui m'attendait. Sarah n'avait pas seulement brisé mon cœur, elle avait détruit ma capacité à aimer, à faire confiance. Comment pourrais-je jamais aimer à nouveau, sachant que même le sentiment le plus pur pouvait être une façade? Le reste de la nuit fut un cauchemar éveillé. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque ombre me rappelait sa présence, sa fausse présence. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Chaque meuble, chaque objet me hurlait la vérité de la tromperie. Notre lit, le lieu de notre intimité, était devenu le lieu de mon plus grand tourment. Au petit matin, la pluie s'était arrêtée. Un pâle soleil pointait à travers les nuages. Je me suis levée, mon corps lourd de fatigue et de douleur. J'ai ramassé le carnet. Ses pages étaient froissées, certaines maculées par mes larmes. J'ai relu quelques passages, cherchant peut-être une explication, une excuse, un signe de faiblesse, de doute, de remords. Il n'y en avait pas, seulement la froide logique de la vengeance. Le plan parfait. J'ai regardé autour de moi. L'appartement était rempli de nos affaires, les siennes mêlées aux miennes. Je ne pouvais pas supporter l'idée de toucher ces affaires, de les trier. C'était comme toucher les fragments d'un miroir brisé qui reflétait une image déformée de ma vie. Je devais partir, immédiatement, loin de cet endroit, loin des souvenirs, loin de la femme qui avait joué avec mon cœur. J'ai pris une valise, j'y ai jeté quelques vêtements au hasard. Je n'ai pas pris la peine de regarder les photos sur les murs, ni les souvenirs de nos voyages posés sur les étagères. Tout cela n'était qu'un décor. Avant de partir, je suis retournée dans le salon. Le carnet était toujours là où je l'avais jeté. Je l'ai ramassé une dernière fois. J'ai hésité. Le brûler, le déchirer, le jeter à la poubelle? Aucune de ces actions ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Ce carnet était ma cicatrice, la preuve tangible que j'avais survécu, d'une certaine manière, à cette expérience dévastatrice. Je l'ai glissé dans ma valise. C'était un rappel constant, brutal, de ce que l'amour pouvait être quand il était perverti par la haine et le désir de vengeance. En quittant l'appartement, j'ai regardé une dernière fois derrière moi. La porte se refermait sur une année de ma vie, une année que je devrais effacer, réinterpréter, reconnaître comme un mensonge. L'appartement silencieux, baigné par la lumière grise du matin, ressemblait à une scène de crime. Le crime était la destruction d'un cœur, perpétré avec l'arme la plus insidieuse, un amour fin. Je suis descendu les escaliers. Chaque marche, un pas loin de l'illusion. Dehors, le monde continuait comme si de rien n'était.
Les gens se pressaient dans les rues, vaquant à leurs occupations, certains amoureux main dans la main. Je les regardais, avec des yeux nouveaux, des yeux qui avaient vu les abîmes de la manipulation. Pourrais-je un jour retrouver la naïveté nécessaire pour croire à l'amour? La réponse flottait dans l'air froid du matin, apportée par le vent qui balayait les rues humides. Elle était non. La connaissance que j'avais acquise était un fardeau lourd à porter. J'avais appris, à mes dépens, que l'amour pouvait être un masque, une stratégie, une arme, que la tendresse pouvait dissimuler la cruauté, que les promesses pouvaient être des mensonges et que le bonheur le plus parfait pouvait n'être qu'une préparation à une douleur immense. Sarah avait réussi sa vengeance. Elle m'avait fait ressentir une douleur aiguë, mais surtout, elle m'avait volé quelque chose de plus précieux, ma capacité à faire confiance. Le doute s'était installé en moi, un parasite qui grignoterait toute future tentative d'amour. Chaque sourire, chaque compliment, chaque déclaration pourrait être interprété comme un signe de danger, une ruse. Le chemin devant moi s'étendait, incertain et solitaire. Je ne savais pas où j'allais, ni comment je me reconstruirais, mais je savais une chose. L'homme qui était tombé amoureux de Sarah n'existait plus. Il avait été détruit par l'illusion qu'elle avait si brillamment tissée. J'étais maintenant un survivant, marqué par les cicatrices d'un amour qui n'était qu'une vengeance pour le passé. Et ce passé, mon passé, était maintenant indissociablement lié à son acte de représailles, Gouaz. J'étais à jamais transformé par la froide vérité que j'avais découverte dans ce carnet. L'amour n'était pas toujours un don, il pouvait aussi être une arme, et dans mon cas, il avait été fatal.